Aristide Boucicaut, un simple vendeur de châteaux, a une idée révolutionnaire. Il ouvre le Bon Marché, un gigantesque magasin où, pour la première fois en France, l'on trouve toutes sortes de produits fabriqués par la nouvelle industrie. Dans ce bon marché, il y aura des employés qui seront priés de ne pas sauter sur la cliente pour lui dire alors qu'est-ce que vous achetez. Les gens se déplacent, prennent ce qu'ils veulent. C'est un premier self-service dans le commerce. C'est une révolution. Jusque-là, on achetait des produits fabriqués à la main. Désormais, on peut acheter sans attendre des produits réalisés en série. Et grâce aux grandes quantités de poulet, les prix sont abordables. C'est la naissance du prêt-à-porter, du shopping et de la consommation de masse, décrit par le grand romancier français Émile Zola. Son ouvrage Au bonheur des dames est directement inspiré par l'ouverture des premiers grands magasins. Au château de Compiègne, les dames ont revêtu leur plus belle crinoline. La fête peut commencer. Ces costumes, cette salle, c'est absolument magnifique. Où sommes-nous? Alors nous sommes dans la salle de bal du château de Compiègne, qui est vraiment sous le Second Empire, synonyme de bal, de fête, de joie. Le bal, à cette époque, c'est très important. C'est extrêmement important, c'est le moment où cette nouvelle élite se retrouve pour discuter mariage, affaires, politique, diplomatie parfois, et Napoléon III organise parfois plusieurs bals par semaine. Les bals du Second Empire sont l'équivalent de nos repas d'affaires d'aujourd'hui. Il est très important d'y être invité et primordial d'y faire bonne figure. Donc à l'époque, quand on est un homme en vue, un grand bourgeois, un noble, qu'on a du pouvoir, il faut savoir bien danser, et ça n'a pas l'air facile. Absolument, si vous voulez faire partie de l'élite du 19e siècle, il faut savoir danser. D'ailleurs, je vais vous présenter Pierre-François qui va vous apprendre à danser ce fameux quadrille français qui est une nouvelle danse de l'époque. J'y vais. Pierre-François, qu'allons danser? Eh bien, Marc, je vais vous apprendre la figure de l'été, la deuxième figure du quadrille français. Entendu. Donc, on commence à faire 3 pas en avant et on assemble le Le quadrille est la danse qu'il faut absolument connaître au Second Empire. C'est une succession de figures exécutées à 2 couples. C'est une danse de représentation. Son but est de mettre en valeur les cavaliers et les toilettes des dames. Et voilà, la figure de l'été est complète. À vous, Mac. J'ai déjà oublié. Mais je pense qu'on peut essayer. Absolument. À la fin du siècle, le quadrille est essentiellement marché. Cette simplification permet aux novices comme Mac d'exécuter cette forme de parade pour s'intégrer dans la bonne société. Les beaux danseurs adoptent quant à eux de nouvelles danses à la mode comme la polka venue d'Europe de l'Est. Car au XIXe siècle, on raffole de tout ce qui est nouveau. Dans les jardins du palais impérial, une équipe s'affaire autour de curieux engins. Marjolaine, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'ancêtre du vélo? Il est beau, hein? Exactement, ça s'appelle un vélocipède. Le vélo, c'est la grande invention du 19e siècle. Qui l'a inventé? Monsieur Michaud, et il est parti d'un vieil engin, et c'est le dinosaure du vélo. Ça s'appelait comment? Ça s'appelle une draisienne. La draisienne est une machine allemande conçue en 1818 qui ne comporte ni direction ni pédale. Le Français Pierre Michaud révolutionne ce premier vélocipède en inventant le pédalier fixe, le guidon et le frein. La Michaudine est un véritable succès. Dès les années 1870, il en fabrique 200 par jour. Pour mettre au point le vélo moderne, il faudra encore quelques périlleuses expérimentations. Parmi elles, le célèbre Grand Bi. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand bi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a, évidemment, sa caractéristique, c'est cette immense roue, pourquoi est-ce qu'elle est aussi grande? À chaque tour de pédale, plus la roue est grande, plus on va loin, donc plus on ira vite.
On n'a pas encore inventé le dérailleur avec le système de pignon. Oh non, c'est bien après. Et donc, le seul moyen d'augmenter la vitesse de la personne qui pédale, c'est d'augmenter le diamètre de la roue avant. Est-ce que c'est rapide cette évolution depuis le vélocipède jusqu'au grand B et enfin au vélo moderne? C'est extrêmement rapide. En quelques décennies, vraiment, les inventions vont se succéder et avec surtout un succès qui est immédiat. Les Français vont adopter cette petite reine qui va remplacer agréablement les chevaux. On peut essayer? Allez, c'est parti. Vous avez des bons pansements? Comment ça, les bons pensements? Hein? Oui. Voilà, hop. Ah! Non, mais c'est un truc de dingue. Ouais, mais je pensais que vous ne pouvez pas savoir. Hein. Ah, ça m'a l'air très compliqué, hein. Même avec le soutien de 3 assistants, tenir en équilibre à 1,50 m du sol sur ce grand pic de 1875 est une aventure. On comprend mieux pourquoi l'idée de la grande roue à l'avant a été abandonnée. Innovation technique, dynamisme économique et rayonnement de la cour impériale, la France connaît la réussite sur le plan intérieur. Et Napoléon III remporte aussi d'importants succès sur la scène internationale. En 1859, la France aide les Italiens à se libérer de la domination autrichienne. Elle reçoit Nice et la Savoie en remerciement et retrouve une place importante en Europe. Louis Napoléon porte le nom de Bonaparte et il reste sans doute nostalgique de gloire militaire. Son régime a obtenu des succès sur la scène diplomatique, avec par exemple l'unification de l'Italie, qui s'est faite vraiment sous la protection et l'égide de la France. Il pourrait s'en contenter, mais il y a ce rêve d'un empire. Avec la conquête de l'intérieur du Sénégal et la colonisation de la Kabylie en Algérie, la France renforce son influence sur le continent africain. Les expéditions en Orient aux côtés des Anglais aboutissent à la naissance de l'Indochine. Tout semble réussir à cet empire en marche. Au succès en politique étrangère s'ajoute une période de prospérité économique qui commence enfin à avoir des retentissements dans les campagnes. Retour au village du Bourna, où depuis notre dernier passage, la vie a bien changé. Pour les travaux des champs les plus pénibles, des machines spectaculaires remplacent peu à peu la force humaine. Mac retrouve Laurent Bernat, qui remet ici en service une des premières moissonneuses à traction animale, une nouveauté venue des États-Unis. Comment ça s'appelle cette machine, Laurent? C'est la faucheuse javeleuse. Les javelles, ce sont ces gerbes de blé laissées par la machine. Elle fauche, elle remplace donc une personne ou même plusieurs en train de faucher. Et les bras, comme ça, rabattent et font des paquets qui vont être faciles à lier. Donc ça remplace le travail du faucheur et ça va infiniment plus vite. C'est incroyable. Ah oui, sur une surface comme ça, il aurait fallu à peu près 8 personnes pendant 2 jours. Là, avec cette machine, sur une journée, on a coupé l'intégralité du champ. La révolution industrielle va amener une progressive mécanisation de l'outillage agricole. Et donc, une amélioration des techniques d'exploitation et donc une amélioration des rendements. Ça y est, on est déjà au bout du rang, à la main, il nous aurait fallu... Et là, donc, on voit parfaitement la gerbe de blé. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Elle est faite. Il n'y a plus qu'à la lier. Et elle a chargé sur la charrette. Hein, Et ça, c'est vraiment l'exemple type de ce que la mécanisation de l'agriculture amène comme progrès. et surtout, on peut envisager de faire des surfaces de culture beaucoup plus importantes. Avec de tels progrès, l'évolution de la production est spectaculaire. Elle double de volume entre 1850 et 1870. Marjolaine, vous avez vu cette machine à la vitesse à laquelle elle travaille, c'est incroyable. Hein. Ah oui, c'est tout à fait incroyable. Mais la révolution agricole, ce n'est pas que les machines, c'est aussi les engrais et plus généralement une meilleure connaissance des plantes et des sols qui augmente les rendements par 3 ou 4. On produit plus, on produit mieux. J'imagine que les paysans s'enrichissent. Finalement, c'est une bonne période, ce 19e, pour les paysans français. Les campagnes françaises sont vraiment extrêmement prospères au 19e siècle et on parle de véritables âges d'or pour les paysans français. Grâce